please welcome on stage the co-director of the festival, Monica. Souhaiter la bienvenue à la co-directrice du festival qui arrive dans quelques instants sur scène. Monica et Linda, je ne vous avais pas vu. Thank you. So obviously, my first question is, how do you feel? Ma première question, comment vous sentez-vous? Alors, je suis soulagée, je dois dire. La procédure était si longue pour produire le film, 4 ans au moins, et puis après le voir à l'écran, on était très heureux, on est ravis de pouvoir le présenter ici au festival. Je pense qu'il est tout à fait adapté au festival. Et toi, Linda, tu te sens comment? Eh bien oui, très contente de voir les réactions dans la salle. Donc, Linda Ozuki et Monica Grassi. Linda, vous êtes journaliste et vous êtes toutes les deux réalisatrices. C'est la première fois que vous collaborez, c'est ça? Oui, sur un projet important, oui. Nous avions déjà collaboré dans un autre contexte parce qu'on se connaissait déjà. Et comment et pourquoi est-ce que vous vous êtes lancé sur ce projet? Qu'est-ce que vous aviez en tête au tout début? Est-ce que vous aviez d'emblée songé à travailler sur cette contradiction du Green Deal? Alors, j'étais en Espagne. Je m'étais rendue dans ce qui était censé être le village le plus pauvre. Il y avait une mine d'uranium. C'était en 2019 et j'étais assez frappée de voir cette mine. Je me suis rendu compte que c'était pas seulement une mine d'uranium, il y avait aussi du nickel, lithium et plein de métaux exotiques. Beaucoup d'activités d'exploration et je me suis rendu compte que c'était à cause de ce nouveau Green Deal qui m'a beaucoup intéressée et j'ai demandé du coup à Monica si elle avait envie de travailler sur un documentaire sur le sujet. Et vous avez dit oui tout de suite. Vous travaillez déjà sur des questions sociales, mais pas forcément sur ce genre de sujet. En effet, quand elle m'en a parlé pour la première fois, j'étais là, quoi? Mais les activités minières en Europe, mais ça appartient au passé. Et puis, j'ai commencé à me renseigner, je me suis rendu compte qu'il y en avait plein. J'étais vraiment étonnée. Et je me suis dit, mais en fait, en parler, ça suffit pas, il faut le voir pour de vrai. Un film, ça vous montre de quoi il s'agit. Le texte, c'est pas suffisant. Et c'est là que je me suis dit, non, il faut absolument qu'on tourne un film. Oui, et j'ajouterais aussi, ce qui était vraiment intéressant, c'est que à Bruxelles, on présente le Green Deal, il y a les mines vertes, les mines durables, les mines responsables. Enfin, il y a plein de termes pour dire la même chose, mais on a trouvé intéressant de se renseigner, de voir si c'était vraiment le cas. Oui, quand on s'est lancé, on était tout à fait ouverte. On n'avait pas de préjugés. Et quand on parle avec les hommes et les femmes politiques, eh bien, on trouve que ce qu'ils disent est intéressant. On a tendance à les croire. Et après, il faut aller sur le terrain et entendre l'autre version. C'était un processus, un voyage pratiquement qu'on a fait ensemble. On a des arguments avancés des deux côtés et puis au bout du compte, on a dû se former notre propre jugement, nos propres idées là-dessus. Oui, vous avez pu interviewer les deux parties, les habitants touchés par les projets, mais aussi les responsables à Bruxelles et les responsables des entreprises minières.
Comment est-ce qu'ils ont réagi quand vous les avez contactés? Est-ce qu'ils l'ont bien pris? Alors, le point de départ, comme je le disais, c'était ce petit village en Extremadure, en Espagne. Associations, citizen Il platforms y that avait plein d'associations, de plateformes citoyennes qui s'étaient organisées sur le plan local. Il y en avait vraiment beaucoup. Ce n'était pas seulement pour les mines, mais d'autres projets d'infrastructures. Et who has really something at stake because ce qu'on voulait faire, c'était interviewer quelqu'un qui était vraiment, qui allait vraiment être touché, quelqu'un de vraiment impliqué et affecté par ces projets, comme Hector. Hector, lui, il ne peut vraiment pas se projeter dans l'avenir. Il n'a aucune idée de ce que lui réserve l'avenir. Et quand on est allé à Bruxelles, il y a les pays scandinaves. the good Best examples. the best example. Thank you. The best example, and they do it good and well. On a l'impression que c'est eux qui montrent l'exemple, qui s'y prennent le mieux. Et à côté, on a voulu se renseigner en ligne, faire un peu de recherche. There is an indigenous people in Europe. It's the Il only y a des gens qui ne savent pas qu'il y a des groupes autochtones en Europe. so that's also interesting. And so then we went. On s'est rendu en Suède pour voir les mines, les entreprises, mais aussi les Samis et leur relation, la relation entre les Samis et cette exploitation, mais aussi leur relation avec la nature. Oui, parce qu'ils ont une autre façon de vivre qui contraste avec la façon dont on vit dans le Sud. Oui, et qu'en est-il des institutions européennes? Est-ce que c'était facile pour eux de participer à ce projet ou pas? Alors, je crois qu'ils sont fiers de Narrative and they will leur discours, de leur narratif. them on conferences and Ils vous expliquent les choses. On les a rencontrés dans le cadre de conférences au Parlement européen. Et ils étaient contents de parler. Ça leur posait pas de problème. Can you Nous parler de leur projet dans le contexte du Parlement à Bruxelles, c'était pas un problème. Après, quand on voulait des renseignements additionnels, c'était un peu plus problématique. But then, if you really want Donc au début, ils sont assez ouverts, mais après, quand on veut visiter les mines ou avoir plus de détails, c'est plus compliqué. visit the first one, Avec une des entreprises, on avait organisé Kiruna, which is une visite. On s'est rendu à Kiruna, c'est tout au nord du pays, et 1 heure avant la réunion, ils ont essayé de l'annuler. Ils ont inventé des excuses. Il y avait quelqu'un qui était tombé malade, personne ne pouvait venir. Et puis, bon, pour finir, on a pu faire la visite. Ils ne savaient pas qu'on s'y était rendu avec Diego. Bon, c'était assez bizarre. Mais on a pu les convaincre qu'il fallait absolument qu'on puisse visiter cette mine. Donc, quand on s'approche un peu trop, ils n'aiment pas. Donc, c'est la première fois qu'on voit le film. Le film passera sur Arte au mois de juillet. On n'a pas la date exacte, mais je pense que d'ici le mois de juillet, ce sera sur Arte. Et puis, ce sera diffusé aussi en Allemagne. L'intitulé sera différent, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Et maintenant que vous avez achevé ce projet, quelles sont vos attentes? Et quelles seront, d'après vous, les réactions du public? Alors, je pense que le film parle de lui-même. Je n'ai pas trop d'attentes, mais j'espère que ce film aura une incidence. situation. Je sais que ce n'est pas blanc ou noir. Je sais que c'est un sujet extrêmement
complexe et j'espère qu'il y aura un débat. Oui, en fait, ce qu'on voulait faire, c'était semer la graine et ne pas simplement répéter les mêmes messages que d'habitude. On veut avoir une autre approche, un autre point de vue. Well, tonight we're going to try to make your dream come true and have a... Eh bien, j'espère que ce soir, votre rêve se réalisera. Merci beaucoup. Vous restez dans la salle. Ainsi, si les membres du public ont des questions pour vous à la fin du débat, ils pourront vous les poser. Merci encore. If you want to watch it on Arte, Si vous voulez voir le film sur Arte, ce sera Les Mines vertes et en allemand. Voilà. Thank you very much. Merci infiniment. On va avoir un tout petit seconde de changement de plateau. Vous allez voir un petit trailer de Blast et puis vous serez entre les mains de Paloma Moritz qui va vous présenter nos intervenants et intervenantes dans un petit instant. Donc voilà, merci pour votre présence et la soirée continue avec la table ronde. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. On va commencer tout de suite. Je vous préviens simplement du fait que Robin l'a dit au début, mais ce débat va être enregistré aussi sur Blast et il sera diffusé sur Blast dans les prochaines semaines. Donc vous pourrez le retrouver ou en tout cas le partager autour de vous. Alors vous l'avez vu dans ce documentaire et c'est une évidence pour de nombreux chercheurs et chercheuses face à l'urgence écologique et sociale. Le modèle de croissance économique infinie sur une planète finie devrait être remis en question. Et pourtant, alors qu'il devient de plus en plus urgent de réinventer nos modèles économiques et que les crises s'intensifient partout dans le monde, le débat public actuel ne porte absolument pas sur tous ces sujets. Ce soir, je vous propose donc qu'on les remette à l'ordre du jour parce qu'ils sont au cœur des destructions actuelles. Comment construire une société qui respecte les limites planétaires tout en garantissant justice et équité? À quoi pourrait ressembler une économie post-croissance, une économie régénérative, redistributive, qui respecte les limites planétaires tout en assurant des droits fondamentaux pour toutes et tous. En bref, un tout nouvel équilibre. Ensemble, on va donc imaginer cette autre perspective pour l'avenir et les étapes pour la faire advenir, mais aussi les obstacles, vous imaginez bien, qui se tiennent sur le chemin. Et nous allons en discuter tous les quatre avec Olivia Lazare. Bonsoir. Vous êtes chercheuse et membre de Carnegie Europe, experte en médiation et paix environnementale. Vos recherches se concentrent principalement sur la géopolitique du climat, la transition climatique et les risques de conflits et de vulnérabilité associés au changement climatique et à l'effondrement de la biodiversité. Timothée Paric, bonsoir.
qui était dans le documentaire, comme vous avez pu le voir. Vous êtes chercheur en économie écologique à l'Université de Lausanne et docteur en sciences économiques. Vous êtes spécialisé du lien entre économie, environnement et théorie post-capitaliste et vous êtes l'auteur de Ralentir ou périr, l'économie de la décroissance au seuil. Et enfin, Julia Steinberger, bonsoir. Vous êtes chercheuse en économie écologique à l'Université de Lausanne. Vos recherches portent sur les liens entre l'utilisation des ressources et la performance sociétale. Et depuis 2023, vous co-dirigez le projet Real, a Post-Growth Deal sur les sociétés post-croissance et vous êtes aussi auteur principal du 6e rapport d'évaluation du GIEC au sein du groupe de travail 3. Alors j'imagine que vous connaissez sûrement cette citation qui dit qu'il est plus facile d'imaginer la fin du monde que la fin du capitalisme, mais étant donné que la fin du monde n'a jamais semblé aussi proche, il est peut-être plus urgent que jamais de penser la fin du capitalisme pour peut-être même justement éviter la fin du monde. Timothée Parric, je vais vous poser la première question qui est très simple. Par où faudrait-il commencer selon vous pour imaginer la fin du capitalisme ? Il faut déjà commencer par voir un système économique comme une sorte de jeu de société dans lequel on joue. Et au fil de l'histoire, et même d'une communauté à l'autre, en fait, on a joué à des différents jeux. Et autour de la révolution industrielle, au XVIIe et au XVIIIe siècle, il y a eu un moment de basculement où des comportements, des institutions qui étaient très niches, les entreprises à but lucratif, l'appropriation individuelle du profit, la propriété privée des moyens de production, la coordination marchande, le rapport salarial, donc là je vous ai donné 4 des molécules fondamentales du capitalisme, en fait sont devenues dominantes. Donc pour imaginer en fait l'après-capitalisme, le post-capitalisme, on peut déjà commencer par se dire, bah tiens, si ces 4 molécules changeaient, donc on organiserait le travail minoritairement avec un rapport salarial et majoritairement avec quelque chose d'autre. La plupart des prises de décision ne se feraient pas à travers la coordination marchande, mais peut-être une coordination par les communs, une coordination par la gestion collective à travers des mécanismes d'entraide, de réciprocité, de dons. Donc il y aurait des marchés, mais ils seraient minoritaires. Pareil, ce ne serait pas peut-être une propriété privée des moyens de production et concentrée à travers des entreprises à but lucratif, mais une régie de propriété sociale, collective, avec des unités de production à but non lucratif ou à lucrativité limitée. Donc rien qu'avec ce petit exercice de pensée, en fait, on arrive à imaginer le basculement on joue au Monopoly à peu près 23 heures sur 24 aujourd'hui, et donc on a l'impression que le Monopoly, c'est l'économie, alors que là, on se rend compte qu'on peut basculer vers un autre jeu où le Monopoly deviendra une part tellement minoritaire de l'économie que ça deviendra, la situation sera inversée vis-à-vis aujourd'hui de toutes ces utopies concrètes, comme on les appelle, les coopératives, les AMAP, les monnaies locales, toutes ces choses-là qui aujourd'hui n'arrivent qu'à survivre dans l'ombre du capitalisme. On va évidemment continuer à creuser cette question ce soir. Julia Steinberger, dans une récente tribune à l'intention de la gauche qui a été traduite en français sur le site Bon Pote, vous regrettez le manque de discussion sur des sujets comme l'économie écologique, la décroissance, la post-croissance. Au sein des espaces militants, on sait qu'ils sont encore moins présents dans nos sociétés modernes et le débat public, surtout aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'il est essentiel de remettre ces sujets sur le devant de la scène et comment est-ce qu'on peut le faire aujourd'hui ? Alors la réponse, elle est assez simple, c'est-à-dire qu'il ne peut avoir de projet émancipateur, progressiste et égalitaire qu'avec une justice environnementale qui nous permet de rester à l'intérieur des limites planétaires, c'est-à-dire qui permet à l'humanité de continuer à exister dans des conditions plus ou moins stables et prospères. Et c'est pour ça qu'il faut pouvoir discuter non seulement de ce que cet avenir écologique ou social-écologique nous permettrait de faire, mais aussi des forces qui nous en empêchent, des forces qui nous poussent vers l'inégalité, vers l'accumulation des richesses, vers l'accumulation du pouvoir, qui sont entre autres le capitalisme tel que l'a décrit Timothée, mais qui sont aussi des forces non seulement structurelles, mais aussi personnelles. Enfin, ce sont des organisations, ce sont des personnes, y compris l'industrie des énergies fossiles, y compris les grandes industries autour de nous. On a vu les grandes industries minières qui ont un rapport un petit peu douteux avec la réalité dans le documentaire qu'on vient de voir, et qui nous poussent vers des économies plus inégalitaires et plus destructrices. Donc, que ce soit au niveau social, le progrès humain, le potentiel humain, ou au niveau écologique, nous faisons face aux mêmes obstacles, aux mêmes personnes, aux mêmes organisations et aux mêmes façons de faire. Donc il serait grand temps que nous unissions nos luttes et que nous comprenions qu'on ne peut avoir d'avenir
socialement équitable, avec les droits humains, avec le respect de l'humain, que aussi avec des moindres dégâts écologiques. Olivia Lazare, vous expliquiez en 2023 au forum Beyond Growth que vos travaux sur le terrain pour observer justement les implications de la transition énergétique au niveau mondial, vous avez montré qu'il y avait un grand potentiel pour plus d'autoritarisme, plus de destruction de l'environnement et plus de violence au niveau social. Ça sonne aujourd'hui presque comme une prédiction en quelque sorte de ce qu'on voit déferler aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez justement l'expliquer, parce que vous me disiez dans les conversations qu'on a eues juste avant cette table ronde que la croissance a une fonction en fait aussi dans la sécurité internationale. Oui, et merci de la question parce que ça demande justement de contextualiser au niveau international. Moi, c'est vraiment en fait la lunette par laquelle je vois les choses. Et les interventions que j'avais faites justement à la conférence de Beyond Growth venaient de travaux de terrain que j'avais pu faire justement au travers de ma profession dans la stabilisation des conflits et la transformation des conflits pendant des années au Moyen-Orient et dans des théâtres africains, entre autres la République centrafricaine. Alors, pour l'anecdote, en 2018, j'étais effectivement en mission à Bangui. C'est l'année en fait où les paramilitaires de Wagner sont arrivés justement dans la République centrafricaine. On les a vus passer à Bangui et on les a vus disparaître pendant environ 3 mois. On les a rencontrés après 3 mois sur des sites qui, en l'occurrence, étaient associés à des sites miniers qui, à l'époque, étaient interprétés comme étant des sites miniers principalement reliés aux diamants. Et alors ? Ce qui fait partie justement d'une économie pour le Kremlin très importante au niveau international et pour les réseaux justement de finances illicites. Autre anecdote, non, avant de passer à Madagascar, une petite, un approfondissement par rapport à la République centrafricaine. Les colonnes, en l'occurrence aurifères justement de la République centrafricaine, sont indicatrices de potentiellement d'autres gisements, y compris des terres rares. Au moment où j'étais justement en République centrafricaine, quand j'allais voir le ministère des Mines, ils avançaient en l'occurrence leur qualité de sous-sol, encore à vérifier, puisqu'il y a beaucoup justement d'études géologiques encore à pousser sur la région du bassin d'Afrique. Et ils cherchaient justement à mettre ça en avant pour essayer de créer justement une économie de croissance, pour sortir en l'occurrence la RCA de ces problématiques de conflictualité. Bien évidemment, les économies reliées aux mines, surtout dans des contextes fragiles comme la RCA, sont souvent reliées à des élites. Des élites qui parfois, en l'occurrence, n'ont pas forcément à cœur de complètement transformer justement les systèmes de conflit, puisque ça sert justement une fonction aussi d'accumulation de profits, d'accumulation de richesses, etc., etc. Et donc le danger que je voyais était là. On avance dans le temps. On se retrouve en, je pense, 2021-2022. Je vais faire une mission à Madagascar, justement pour essayer de comprendre, en l'occurrence, les enjeux de destruction environnementale et de déstabilisation sociale et politique, justement, dans des États fragiles, reliés à la transition, justement, énergétique. Ce que je constate là-bas, c'est que j'apprends, en l'occurrence, que des oligarches russes ont soutenu des candidats présidentiels à l'élection en 2017 et dans la dernière élection, y compris, en l'occurrence, supposément le président actuel de Madagascar. En contrepartie justement de certaines de ces démarches justement pour soutenir des candidats à la présidentielle, ils ont obtenu de nombreuses choses, entre autres des accords militaires qui incluent des recherches géologiques, et ils ont aussi obtenu une mine de chrome. Une mine de chrome qui leur a permis justement de s'insérer dans une économie plus large de géologie, d'industrialisation minière. Et j'ai retrouvé en l'occurrence justement ce schéma dans différents endroits en Afrique, jusqu'au moment où on arrive justement au début de la guerre en Ukraine. Et au début de la guerre en Ukraine, j'ai été la première à sonner l'alarme sur le fait que l'Ukraine est l'un de ces pays justement dans le grand continent européen qui est très riche en minerais, en uranium et en l'occurrence en énergie fossile, ainsi qu'en terres arables, ainsi qu'en eau, etc., etc. Donc en fait, au moment où je faisais cette intervention à Beyond Growth, je me portais sur le fait que j'ai vu sur le terrain une instrumentalisation de la fragilité,
des outils de violence utilisés pour acquérir justement des concessions, des extractions minières, des moyens en l'occurrence d'influencer à la fois les normes, à la fois les narratifs et à la fois la géopolitique justement de la transition verte, de la transition digitale et bien évidemment aujourd'hui la transition de défense, puisque ce sont les 3 pans justement qui s'appuient sur ces économies minières. Et à ce moment-là, avant que Donald Trump ne revienne à la présidence américaine, je portais le message sur « attention, l'Europe en l'occurrence s'est endormie pendant très très longtemps par rapport au fait que la géopolitique internationale continuait de se jouer alors que nous vivions justement dans une économie dite de paix, qui bien évidemment s'appuyait sur des chaînes d'approvisionnement au niveau international qui avaient un domaine extractif, mais qui permettaient justement à l'Union européenne de construire son projet de paix, son projet économique. Or aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est justement qu'on a en fait une compétition effrénée au moyen de la 4e révolution industrielle, qui se joue principalement en l'occurrence dans des pays dits du Sud, Amérique latine, Afrique, les Balkans, la Centrasie, l'Asie du Sud-Est, et où en l'occurrence différentes puissances essayent de trouver les moyens d'équilibrage des puissances, du jeu des puissances internationales. C'est là la fonction en l'occurrence de la croissance, qui s'appuie effectivement, comme tu le décris très bien, sur l'énergie, sur l'extraction minière, mais qui a en l'occurrence comme fonction constante de créer justement des écosystèmes d'innovation qui, bien évidemment, nous font sortir complètement des limites planétaires. Mais lorsqu'on descend d'un niveau, lorsqu'on descend du niveau de la sécurité planétaire et qu'on descend au niveau justement de la sécurité internationale, on se rend compte qu'on est sur un équilibrage de plaques tectoniques constant. Et que l'Union européenne, alors mon grand ami Diego, qui était dans le documentaire, justement, parlait de l'Europe comme un empire, mais l'Europe s'est oubliée, en fait, pendant très longtemps. L'Europe est devenue technique. L'Europe a voulu justement aborder la transition énergétique d'un point de vue technique. Et donc a mis en place énormément justement d'actes, entre autres le Critical Raw Materials Act, qui essaie de ramener en l'occurrence ne serait-ce qu'un minimum de stratégie, d'autonomie stratégique pour l'Union européenne, à un moment en l'occurrence où les États-Unis, la Russie et la Chine, entre autres, sont parmi les puissances qui essaient justement d'effondrer les moyens du projet européen de paix. Alors on va revenir à ces questions géopolitiques et donc faire l'aller-retour aussi ce soir entre les questions d'économie nationale, des questions de société et justement les questions géopolitiques. C'est pour ça qu'on vous a réunis tous les 3. J'aimerais revenir rapidement sur un sujet d'actualité ici en Suisse. Donc le 9 février 2025, la Suisse a voté sur une proposition d'initiative populaire pour une économie responsable respectant les limites planétaires. Donc l'idée principale était de limiter les activités économiques à la biocapacité des écosystèmes, les capacités de renouvellement de la nature, en modifiant la Constitution. Donc ça a été une initiative lancée en août 2021 par le Parti des Jeunes Verts et la proposition avait recueilli 105 940 signatures, mais le non l'a emporté avec plus de 70,5% des voix dans les 26 cantons du pays et un taux de participation de 38%. Je précise ici que le gouvernement fédéral et les partis conservateurs avaient mené campagne contre ce texte en estimant que la mesure mettait en péril l'économie. Julia Steinberger, vous êtes en partie suisse, vous y habitez. Qu'est-ce que cette proposition aurait pu changer si les Suisses avaient voté oui et comment est-ce que vous interprétez ces résultats ? Alors, c'est clair que cette proposition aurait tout changé, vu qu'on aurait dû changer de système économique, de moyens de fonctionner. La Suisse se pense un pays vert, se pense un pays durable souvent. Et en fait, nous sommes parmi les pays qui transgressent les limites planétaires de façon la plus conséquente. À cause de notre consommation, à cause de nos importations. Et il ne faut pas oublier que c'est-à-dire que nous avons un niveau de vie qui dépasse largement ce qui est possible dans les limites planétaires. Donc il aurait fallu qu'on se réoriente, ce qui est tout à fait techniquement possible. C'est tout à fait possible de vivre bien à l'intérieur des limites planétaires, mais ça demande quand même une réorientation des priorités de l'économie. Il faut aussi dire que notre place économique est particulièrement néfaste. Donc notre niveau de consommation nous amène beaucoup plus proche du niveau d'impact des États-Unis. On critique les États-Unis. Nous en sommes assez proches en fait en termes d'émissions par habitant si on regarde notre impact international. Par contre, ce qui dépasse de loin la consommation de la Suisse, c'est notre impact sur la place internationale au niveau
financier et au niveau du commerce des matières premières. Donc la Suisse est une plaque tournante de la finance de la destruction de la planète. Nous avons des banques et des institutions financières qui participent à cet effort. En toute connaissance de cause. Ils sont beaucoup mieux informés que vous et moi, même si je suis chercheuse dans ce domaine. Et nous avons aussi des organisations qui devraient faire partie de l'intérêt public, par exemple la Banque nationale suisse, qui investit énormément dans les énergies fossiles. Nous le savons en partie grâce à des travaux de collègues à l'Université de Lausanne. Et nous avons aussi des plaques tournantes. Genève est une plaque tournante du trading pétrolier. C'est un énorme secteur dans cette ville. Nous avons des institutions comme Trafigura ou Vitol qui se trouvent implantées à Genève. Et bien sûr, nous avons Glencore dans le canton de Zug qui est un des plus grands négociateurs de matières premières. Donc l'économie suisse n'est pas du tout neutre dans la destruction de la planète. C'est un parti pris pour cette destruction et cette initiative aurait bien sûr menacé ses intérêts économiques et politiques. C'est clair que la campagne des Jeunes Verts ne pouvait pas faire le poids contre ces oppositions. Les partis de la jeunesse n'ont jamais les moyens des grands partis. Donc pour moi, le fait que le défi a été lancé et que presque 30% des Suisses se sont positionnés pour cette initiative, c'est un pas en avant assez important. Je pense que c'est très positif. Je suis assez impressionnée par ce score d'ailleurs. Et je pense qu'il faut aussi qu'on comprenne que la façon dont la communication se passe a beaucoup changé. C'est-à-dire qu'on voit la communication beaucoup plus manipulée pour nous faire croire que justement c'est plus possible, c'est plus impossible de penser le changement du monde que le changement du capitalisme. Ma première campagne électorale, c'était, je suis assez âgée, Suisse sans armée en 89. Et on avait seulement récolté, le vote n'avait fait qu'un tiers des voix pour éliminer la Suisse de son armée. Donc c'est peu, c'est comme les limites planétaires, c'est plus ou moins le même score. Et ça avait été considéré une crise nationale, une crise constitutionnelle. L'armée ne s'en est jamais remis. Vous êtes genevois, vous me comprenez. Et on a acquis tout ce qu'on voulait. Il y a plein de choses qui sont sorties. L'histoire de la Suisse a pu être recomprise. Le rôle de l'armée a vraiment été diminué. Et je pense que ça, c'est maintenant, nous avons fait un score tout aussi bon ou presque avec les limites planétaires. Il faut continuer sur cette voie, il ne faut pas s'arrêter. Donc pour moi, ça, c'est simplement... je sais que c'est présenté de manière très pessimiste dans le public, mais qu'en fait, c'est quand même une victoire et c'est quand même un bon pas en avant. Et donc, je félicite les meneurs de l'initiative. Ils ont fait du bon boulot. Timothée Parric, vous le disiez récemment dans une interview, vous élaborez des scénarios pour que le jour où on voudra transitionner vers la décroissance, on puisse le faire. Alors justement, par quoi est-ce que cela passerait? Est-ce qu'il faudrait modifier nos constitutions comme c'était le cas avec cette proposition? Enfin, quelles seraient les étapes? Oui, il faut mentionner quand même que dans la proposition, il y avait 3 éléments. Il y avait donc l'idée de revenir sous le seuil des limites planétaires, un détail de le faire donc dans les 10 ans à venir, et surtout le 3e élément, que ça se fasse d'une manière socialement acceptable. Et ça complique quand même pas mal les choses quand on va faire des scénarios donc, de décroissance. Et bon, un scénario de décroissance, déjà, il faut le voir comme une transition éphémère dans la vie d'une économie qui, après des décennies de croissance, va avoir dépasser ses limites planétaires, va se retrouver dans une situation où l'empreinte est supérieure à la biocapacité, n'arrive pas à verdir son économie dans sa taille actuelle et donc va devoir mettre en place des stratégies d'évitement, de déconsommation, de renoncement productif, de redirection écologique, de minimalisme, de simplicité volontaire. Toutes ces choses-là qui, pendant plusieurs années, risquent de se traduire de manière agrégée par un ralentissement économique. Donc la question, c'est pas de se dire comment est-ce qu'on provoque la décroissance, on va au ministère de l'économie et on met le volume un peu vers le bas, c'est de se dire, bon, c'est quoi en fait les centaines d'interventions qui vont permettre cette
ce grand ralentissement. Et là, vous allez tout de suite me dire, oui, mais attention, ça a l'air vachement compliqué, comme si une économie, dans son état actuel, en fait, elle faisait de la croissance comme ça, naturellement. Pas du tout. Hein. L'économie, pour produire de la croissance, c'est un projet extrêmement compliqué. D'ailleurs, vous prenez n'importe quel économiste et vous lui demandez comment est-ce qu'on fait concrètement pour avoir de la croissance. Elle ne sera pas fichue de vous répondre quoi. On ne sait pas. On ne sait pas, donc pour la décroissance, c'est un petit peu pareil, on ne sait pas. Ce qu'on peut déjà, c'est diviser en plusieurs chantiers. Alors, une économie de croissance, la croissance, on l'a vu, c'est les résultats d'institutions qui ont été socialement construites à un moment donné. Donc, des entreprises, par exemple, qui vont se faire compétition, des entreprises à but lucratif. Donc, ça va créer un phénomène d'accumulation et de sélection culturelle des entreprises les plus lucratives. Donc ça fait un petit peu un accélérateur. De la même manière, au niveau de la consommation, vous allez avoir des pratiques d'obsolescence programmée, de publicité, qui vont créer des cultures consuméristes et matérialistes, qui vont aussi faire hausser la consommation. Donc déjà, la première étape, c'est d'identifier ce qu'on appelle les impératifs de croissance et les supprimer d'une certaine manière, de se dire, bah tiens, si on veut faire de la sobriété, si on veut inciter en fait les ménages à moins prendre l'avion, à moins consommer de viande, à moins utiliser leur voiture, bah on va peut-être arrêter de faire de la publicité pour les voyages en avion, pour les burgers et pour les grosses voitures. Ça commence d'être donc là déjà le désamorcer les impératifs de croissance. Ça peut être à l'échelle de la consommation, mais ça peut être aussi quelque chose de très subtil, la manière dont on va financer une entreprise. Donc l'échéance du remboursement de prêts, les taux d'intérêt, ça va déterminer des impératifs de croissance plus ou moins violents. Pareil de la manière dont vous financez vos services publics, et on le verra après, n'oublions pas que même l'armée est un service public. Donc la manière dont on finance les services publics peuvent avoir des impératifs de croissance plus ou moins violents, et donc on va dire les services publics dont l'armée et la sécurité nationale peuvent être plus ou moins dépendantes des activités marchandes selon la façon dont on les finance. Vous imaginez par exemple, le pire c'est la taxe sur la valeur ajoutée qui est très liée à la consommation. Donc là mécaniquement vous avez une baisse de l'activité marchande, vous avez une baisse des revenus de la taxe sur la valeur ajoutée et donc ça s'enlève directement des recettes de l'État. Mais les taxes n'ont pas toutes en fait les mêmes relation avec l'activité marchande, surtout l'activité marchande que l'on va souhaiter ralentir, donc surtout l'activité marchande qui est très intense dans l'empreinte écologique, pas l'activité marchande en tout, mais il faut quand même rappeler que la décroissance c'est plus une approche chirurgicale pour venir alléger l'empreinte écologique d'une économie. Donc ça c'est désamorcer et ensuite, une fois qu'on a désamorcé, venir... C'est pour ça que moi j'aimais bien cette proposition de la votation, parce que les marchés et une économie capitaliste, vous vous souvenez quand je dis économie, jeu de société avec un objectif, des règles particulières, en fait le capitalisme il peut vendre à peu près tout sauf rien. Donc c'est un petit peu problématique d'utiliser ce système pour organiser la décroissance, on peut pas. C'est juste l'une des fonctions, c'est pas possible. C'est pas possible et donc il va falloir d'une certaine manière imposer des règles en dehors de l'économie. C'est pour ça que les modifications juridiques, que ce soit des traités de non-prolifération des énergies fossiles, que ce soit des droits à la nature dans les constitutions, ou que ce soit ça, qui vont dire, alors ça c'est une règle méta-extra-économique, et on va réagencer le système économique, qui est un sous-domaine de la vie politique, c'est un petit truc administratif, quoi. C'est pas le plus grand système de notre vie en société. On va l'ajuster pour pouvoir obtenir cet objectif. Et là, des ajustements, enfin, ça a déjà été dit, en théorie, il n'y a rien qui l'empêche. C'est même, moi je pense que dans les temps aujourd'hui, ça devient de plus en plus impossible, même en théorie, d'arriver à imaginer comment est-ce qu'on va continuer à nourrir et permettre socialement et écologiquement la poursuite de la croissance dans les pays à haut revenu. Alors, il y a peut-être quelque chose qui peut l'empêcher, ou en tout cas remettre en perspective justement ces pensées. C'est les tensions géopolitiques qui sont exacerbées aujourd'hui, le fait qu'on parle d'une troisième guerre mondiale. Olivia Lazare, comment est-ce qu'on peut justement imaginer transformer l'économie dans un monde qui est autant en crise? C'est-à-dire comment est-ce qu'on peut penser une économie qui intègre à la fois la prise en compte des limites planétaires et les questions de sécurité nationale, internationale, et est-ce que c'est le moment? Parce que vous aviez l'air de me dire que non. Le prisme des limites planétaires n'est pas encore tout à fait intégré à Bruxelles. Il est connu,
il est discuté, mais il reste en l'occurrence justement un impératif par rapport à la réduction des gaz à effet de serre. Il y a un peu cet effet carbon tunnel, en fait, à Bruxelles. L'autre urgence actuellement, c'est sorti justement dans les 2 derniers mois, c'est de recouvrer de la compétitivité en Europe. Parce que sans compétitivité, en l'occurrence, on ne peut pas rentrer justement en équilibrage de ces puissances internationales. On ne peut pas soutenir en fait la capacité de l'Union européenne à développer des normes, que ce soit dans le domaine digital, que ce soit dans le domaine environnemental, que ce soit dans le domaine justement, entre autres, de la consommation. Et l'autre chose justement qui est sortie, c'est bien évidemment le réarmement. Et alors là, c'est une panique totale à Bruxelles parce que justement, ça sort non seulement du fait qu'on sait très bien que la Fédération de la Russie ne souhaite pas s'arrêter à l'Ukraine, qu'il y a justement des ambitions beaucoup plus impérialistes à Moscou, et qu'il y a des ambitions assumées, discutées depuis des années justement à vouloir démonter le système de l'Union européenne et démonter justement en l'occurrence l'ordre libéral que l'Union européenne ou l'Europe a pu défendre pendant un certain temps. Mais en plus de ça, maintenant, justement, il y a eu un changement de cap complet dans la Maison-Blanche. Donc en fait, la relation euro-transatlantique est complètement remise en question. Le chapeau justement de défense américain est totalement en train justement d'être retiré, une pierre après l'autre, un jour après l'autre. Donc, panique amène à demander justement un programme qui est sorti il y a quelques jours seulement, qui s'appelle Rearm Europe. Digitalisation, défense, décarbonation, qui reste en l'occurrence le cap européen, demande plus de mines, demande plus d'investissement justement dans des capacités justement d'énergie. Et donc, pour le moment, on n'est pas à un moment politique où effectivement le mot décroissance ou le mot post-croissance a une portée justement politique, narrative, qui va être bien reçue, puisqu'en l'occurrence, l'impératif, c'est vraiment de dire si on veut que l'Union européenne survive, si on veut que l'Union européenne non seulement survive pour les Européens, mais en plus pour la capacité de l'Union européenne à développer des normes et de les projeter à l'international, il va falloir qu'on sache défendre l'Union européenne. Par contre, et ça je pense que tu l'as mentionné justement dans le documentaire, il y a quelque chose qui va être déterminant à Bruxelles dans les prochaines semaines. On est en perte de niche climatique et niche écologique en Europe. On a tendance à se réchauffer, justement, comparativement parlant, 2 fois plus vite que la moyenne mondiale. On peut voir effectivement que dans la péninsule ibérique, l'Italie, la Grèce, le sud de la France, on a de plus en plus en fait de raréfaction structurelle, particulièrement au niveau de l'eau et donc des sols et donc éventuellement même des cours de commerce justement intracontinentaux. Ça va avoir un impact sur les processus inflationnistes dans les prochaines années. Ça va avoir un impact aussi sur la disruption justement de certaines économies, que ce soit dans la péninsule ibérique ou ailleurs. Donc en fait, on est déjà en train de voir la contraction écologique dont tu parlais. On est déjà en train de s'accélérer justement là-dessus en Europe. À partir du moment où on va être capable d'amener justement à Bruxelles le narratif de en fait la sécurité, c'est pas seulement la défense. La sécurité, elle commence par la sécurité écologique. Donc on doit en l'occurrence avoir un équilibrage, non seulement en termes de plaques tectoniques géopolitiques, mais on doit avoir un équilibrage en termes d'extraction d'un côté et régénération de l'autre. Ça, c'est la partie régénération qui est complètement manquante actuellement en Europe, pour plein de raisons différentes. Polarisation autour du Green Deal, autour de plein de choses, etc. etc. Ce pilier-là doit être ramené sous un domaine sécuritaire de façon à justement orienter les politiques de Bruxelles et de ses États membres et d'autres pays européens, y compris la Suisse, justement la Norvège, l'Islande, etc., pour dire nous avons un intérêt justement à orienter nos actions en termes écologiques, en termes de transformation de la mobilité au niveau des territoires, etc., pour servir différents objectifs de sécurité et donc d'avoir des missions économiques. Et l'autre chose justement qui va être intéressant et qu'on va voir se développer, et pour le moment c'est encore très 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 flou parce qu'il y a beaucoup justement de réactivité en ce moment à Bruxelles,
c'est de considérer justement les capacités de synergie entre différents piliers défense, décarbonation, digitalisation. Défense et décarbonation, par exemple, il y a un point en commun énorme, c'est les systèmes logistiques de transport civil, qui ne sont pas harmonisés justement dans différentes parties d'Europe. Or, si on investit justement directement maintenant dans une mobilité différente, qui va justement avoir pour objectif de décarboner et en même temps de servir des objectifs logistiques, il y a des synergies possibles. Et ça va permettre en l'occurrence d'avoir un meilleur regard sur d'où viennent les minerais, de combien on a besoin justement de métaux et de minerais, pourquoi, et avec quelles ambitions et avec quelles missions économico-sécuritaires. Donc en fait, on va avoir un nouveau langage qui va se développer à Bruxelles. Il n'est pas encore en place, mais il va venir. Il va venir rapidement parce qu'en fait, tout est en train de s'accélérer. Parce qu'on peut même voir justement qu'à Washington et à Moscou, ce qui est en train de se préparer en termes de géopolitique, c'est une adaptation de l'exercice du pouvoir international à une planète en changement. On le voit justement dans le discours de Trump par rapport au Canada. Ça se joue par rapport à l'eau. On le voit dans le discours de Trump par rapport au Groenland. Le discours américain se joue sur « nous avons besoin d'un positionnement géostratégique parce que la Chine et la Russie sont en train d'ouvrir justement la route du Nord ». Donc en fait, en Europe, qui encore une fois s'est oubliée d'un point de vue des nécessités sécuritaires et de la réalité du hard power, il va y avoir justement de nouvelles formules à trouver en termes de dans quoi on investit si on veut vraiment créer de la sécurité, non seulement d'un point de vue international, mais aussi en termes de respecter les contrats sociaux qui sont l'ADN politique, sociopolitique des États européens. Et donc une pratique du capitalisme et de l'économie différente par rapport à d'autres pays internationaux. Alors, au-delà de justement des questions géopolitiques, on a quand même l'impression aujourd'hui qu'on nous propose simplement deux voies, en tout cas deux voies qui se dégagent clairement, au-delà de ce que vous décriviez qui se passe en sous-main en quelque sorte. Donc deux voies pour l'avenir qui sont en gros la croissance fossile et la croissance verte, avec d'un côté le capitalisme fossile et le carbofascisme, donc l'alliance entre les intérêts des industriels fossiles et ceux de l'extrême droite, et de l'autre le technosolutionnisme, donc cette idée que la technologie est la solution, avec notamment tout ce qui va avec, c'est-à-dire l'extractivisme minier qui ignore les limites planétaires ou encore la géo-ingénierie. Et d'une certaine manière, on a du mal à se figurer un autre chemin. On a l'impression qu'on est bloqué entre ces deux visions de l'avenir. Comment est-ce que, à travers justement l'idée de la post-croissance, on peut finalement permettre d'imaginer un autre chemin, Julia Steinberger, à quoi est-ce que ça ressemblerait très concrètement si justement on essayait de l'imaginer? Parce qu'aujourd'hui, c'est assez facile d'imaginer finalement l'avenir avec le capitalisme, enfin avec la croissance fossile, avec la croissance verte. On peut voir à peu près les types d'impact. Et on a du mal à s'imaginer justement cette voie alternative en quelque sorte. Alors, c'est une excellente question qui est très difficile à répondre, mais je pense que je vais utiliser le même schéma que Timothée au départ, c'est-à-dire nous savons ce que nous ne voulons pas. Donc nous savons un petit peu à quoi nous faisons face. Nous faisons face à des grandes industries qui nous poussent dans une certaine direction, qui poussent vers la surproduction, la surconsommation, le gaspillage, les inégalités, que ce soit du côté des grosses voitures électriques ou des grosses voitures fossiles ou d'autres secteurs encore. Et donc nous faisons face à ces pouvoirs et à ces dynamiques qui, en fait, le marché n'est pas libre. La liberté du marché qui est, par exemple, le libéral dans certains de nos partis, on va dire ça comme ça, la liberté de marché qui est prônée, c'est une liberté pour les grands producteurs. Il faut être honnête là-dessus. Ce n'est pas une liberté pour tout un chacun. Nous, en tant que consommateurs, en tant que citoyens, nous n'avons pas la liberté de décider ce qui est consommé, ce qui est produit. Nous avons le choix de consommer entre différentes choses, mais nous n'avons pas le droit de décider, de choisir, de délibérer ce qui devrait se passer dans notre économie, comment nous travaillons, comment nous produisons, vers quoi nous allons. Et c'est là que je pense qu'il y a aussi des écueils et des contradictions dans la façon dont le projet européen a été présenté. Parce que tu as parlé de la compétition, qui est le mot d'ordre. Et cette compétition, en fait, ça, c'est pas, c'est un espèce de faux rêve.
on pense que c'est ça, que c'est la compétition, c'est quand on doit travailler les uns contre les autres, qu'on a le plus de créativité. Mais en fait, on se rend compte que la créativité, ça vient par la coopération. Ça vient par la décision en commun. On peut avoir des sociétés qui sont très créatrices et très innovantes, qui ne sont pas dans ces dynamiques de compétition. Et ça a d'ailleurs été un petit peu contredit, parce que ce que tu as dit après en disant il faut des missions. Les missions économiques, justement, c'est quelle priorité ? Est-ce qu'on devrait aller vers cette digitalisation ? Imaginez, j'ai vu le programme européen, il y a des programmes pour l'intelligence artificielle, qui est un faux nom, c'est pas du tout intelligence et machin. Et ah non, mais c'est vrai, c'est une bêtise époustouflante. Et autre sujet. Et l'espace. Et puis, nous, en Europe, on va avoir un ratio de vieilles personnes, dont je vais faire partie, j'espère, si j'ai cette chance. Je pense qu'on devrait orienter nos économies vers être sûr que nos vieilles personnes se portent super bien, soient super contentes, aient des super vies, soient encore productives, puissent participer à la vie de la société de la manière dont elles veulent. Ça devrait être un sujet d'innovation et de priorité pour nous, parce qu'on va tous y passer. Et on va y passer de manière assez massive dans nos sociétés, et même à l'international. Même l'Inde, qui est très jeune actuellement, va passer ce cap pendant les décennies qui viennent. Donc, il y a les choses que nous voulons éviter, il y a les choses vers lesquelles nous voulons aller. Et je pense que la question des priorités en Europe et ailleurs devrait être les intérêts des citoyens, notre bien-être, les priorités de l'économie pour nous, qui ne sont pas du tout les mêmes que les priorités des grands producteurs dans l'économie, de ces grandes industries qui veulent nous pousser soit vers le technofascisme de Musk ou le technofascisme d'Exxon sont plus ou moins équivalents, et n'ont dans aucun cas l'intérêt du bien commun à cœur. Bien au contraire, le projet économique que continue Musk, en fait, le projet économique néolibéral, c'est un projet antidémocratique, inégalitaire, et qui nous pousse à la destruction de la société et la destruction de la planète. C'est un projet haïssable et destructeur. Il faut être complètement honnête. Et donc, avoir un projet qui met en avant une nature humaine coopérative, qui met en avant notre capacité de prise de décision collective, notre capacité d'invention, d'interaction, d'imagination sociale et d'utilisation des technologies différentes, ça c'est un beau projet. Ça c'est un projet qui est motivant. Je ne sais pas où il nous laisse géopolitiquement, c'est une question assez intéressante, mais je pense que c'est la direction qui est la plus nécessaire, et c'est une direction qui nous porte vers des alliances avec beaucoup d'autres acteurs, beaucoup d'autres populations de par le monde, parce que en fait, nous sommes tous pareils. Timothée Paré, qu'est-ce que vous diriez justement pour aider à se figurer ce nouveau paradigme et essayer d'en parler très concrètement, en fait, pouvoir se figurer à quoi ressemblerait l'avenir si, par exemple, justement, l'Union européenne décidait, avec une réelle volonté politique, d'aller vers la post-croissance ? C'est ça justement le problème de la croissance comme objectif, non seulement de politique économique, mais comme objectif civilisationnel, c'est que ça manque de concret. C'est-à-dire que toutes ces discussions autour de la productivité, de la compétitivité, de toutes ces choses-là, c'est autour d'un indicateur qui est un espèce de podomètre d'agitation monétaire, un indicateur qui a 100 ans, qui est vraiment tout pourri et qui ne prend pas en compte vraiment les choses concrètes. Et tous les grands macroéconomistes, au fil de l'histoire, c'est-à-dire que quand on faisait à l'invention de la macroéconomie dans les années 30, et de la manière qu'elle a été utilisée pendant les 2 guerres mondiales, en fait, on laissait tomber les indicateurs monétaires. Ça ne veut plus rien dire. Et on fait de la macroéconomie concrète. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on compte les heures de travail disponibles, on compte la population, on compte l'énergie, on compte les matériaux. Et là, on fait de la véritable macroéconomie écologique. On n'est pas là, ah oui, mais si on fait ça, les gens, ils vont pas investir chez nous. Machin. Non, on regarde. S'il n'y a pas assez de béton, s'il n'y a pas assez de métal, on ne peut pas faire ça. Donc là, on doit appliquer en fait la même pensée absolument concrète de se dire, on a des budgets biophysiques qui sont limités, on ne va pas pouvoir tout faire. Si les terres rares se retrouvent dans des SUV, ils ne peuvent pas se retrouver dans des avions de chasse. C'est simple. Donc même si aujourd'hui, notre priorité, c'était de produire des avions de chasse, en fait, le système, le capitalisme à gouvernance néolibérale qu'on a ne pourra pas le faire, d'une certaine manière. Et ensuite,
il y a une véritable D'ailleurs, la question. même chose pour l'intelligence artificielle. En tout cas, on n'a pas forcément assez de métaux si on veut développer l'intelligence artificielle, plus électrifier tous nos usages, par exemple. Oui, et une question dont on ne parle pas, qui est vraiment une carte joker pour se sortir de ces trucs-là, et c'est la spécialité de la décroissance, c'est la ressource la plus soutenable, c'est celle que vous pouvez vous permettre de ne pas utiliser. Toutes ces discussions sur la mine durable, sur la compensation, sur les trucs comme ça, si on trouve un moyen en fait de moins avoir besoin de produire des choses, ce problème, il disparaît. Et là, vous allez me dire, oui, mais c'est la pensée magique, mais imaginez, non mais là, je vais dire quelque chose de vraiment qui paraît absolument, vraiment facile à comprendre, stupide presque, mais essentiel. Nous avons tous chez nous une multiplicité d'objets que nous utilisons une fois par an, qui cassent tous les 2 ans, la perceuse, l'appareil à raclette, je ne sais quoi. Pareil pour les voitures, pareil pourquoi ? Parce qu'on a cette espèce de capitalisme qui turbocharge un petit peu les comportements de production et de consommation. Les entreprises à but lucratif veulent écouler leur stock. Les ménages sont engrainés dans une surconsommation et dans cette espèce de sous-culture en fait de propriété privée, de bonheur par la possession, de bonheur par la consommation. Imaginez juste innovation sociale, on arrive à partager les choses que nous avons en commun. Donc au lieu d'avoir une perceuse par ménage qu'on rachète tous les 2 ans, on a une perceuse dans une ressourcerie de quartier qu'on peut utiliser avec 30 ménages, construite de manière modulaire, qu'on peut changer tous les 10 ans. Donc là, d'un coup, on a besoin de beaucoup moins extraire de matériaux, de les déplacer, de les fabriquer, de les vendre, d'envoyer nos esprits les plus créatifs dans des écoles de commerce pour qu'ils arrivent à forcer les gens d'acheter une perceuse tous les 2 ans alors qu'ils n'en ont absolument pas besoin. On peut libérer des neurones disponibles pour faire toutes ces tâches absolument essentielles sur des activités qui sont véritablement, qui génèrent du bien-être, au contraire d'une grande partie du PIB. Et on peut même libérer du temps libre. Donc là, je veux dire, on peut faire ça. On ne touche pas à la qualité de vie et c'est le privilège que nous avons dans les pays déjà riches. Je ne dis pas pays riches, je dis pays déjà riches. Dans les pays qui sont arrivés à maturité économique, c'est le cas de la Suisse, c'est le cas de beaucoup des pays à haut revenu, c'est le cas de la plupart des pays européens qui, en fait, ont le luxe et le privilège de pouvoir se dire nous sommes arrivés à maturité, donc nous ne pouvons pas nous permettre cette espèce de discours « Oh attention, si on n'a pas de croissance l'année prochaine », rappelons que la croissance, c'est un phénomène exponentiel qui part de la taille économie de base. Si on a 0% de croissance l'année prochaine, l'économie suisse, elle fera la même taille que cette année. Je pense que ça va, non ? Si vous avez la répétition, enfin, vous n'allez pas arrêter de manger. Donc, il faut se rappeler qu'on a une puissance exponentielle, c'est-à-dire que chaque année, le surcroît d'activité doit être supérieur et supérieur et supérieur. Et c'est là où on se rend compte de quelque chose qui est très difficile. Quand on regarde les données macroéconomiques concrètes, que ce soit les ressources humaines ou les ressources biophysiques, et qu'on essaye de les matcher avec des dynamiques exponentielles d'indicateurs financiers comme le PIB qui peuvent sur un tableau Excel croître à l'infini, on se rend compte au bout d'un moment que ça va bloquer. Donc même ce récit, je pense qu'il est vraiment arrivé au bout de sa vie. Très rapidement, parce qu'après, j'aimerais vous questionner tous les trois sur les questions démocratiques avant de vous donner la parole. Olivia Lazare, si on s'imagine dans cette société post-croissante, si, imaginons, l'Europe décide d'aller vers une stratégie de la post-croissance jusqu'au bout, quelles seraient les implications géopolitiques très concrètes de ça ? Dans les circonstances actuelles, si on devait emmener l'Union européenne vers une décroissance où effectivement on découple des matières, c'est ce que tu écris justement dans tes articles, non ? Oui, on produit et on consomme moins pour justement faire baisser les empreintes écologiques. Et où du coup il y a certaines industries qui seraient mises à mal. Alors, je pense entre autres, par exemple, à, peut-être parenthèse, l'industrie automobile. Alors, préambule, je suis d'accord que les SUV, c'est pas une bonne idée. Soyons très clair. Et je suis d'accord qu'il y a plein de produits, en l'occurrence, qui sont complètement obsolètes, en fait. Par contre, en regardant justement les choses, quand on regarde la production automobile en Allemagne, c'est plein d'emplois.
qui sont actuellement justement mises à mal par une compétitivité internationale venant de la Chine d'un côté, venant de Tesla de l'autre, etc., etc. Ils n'ont pas pris, en l'occurrence, le train de la décarbonation assez tôt. Donc, s'il y a des acteurs automobiles qui s'effondrent, c'est effectivement beaucoup d'emplois qui s'effondrent avec. Bon, à la limite, on peut se dire, c'est de la politique économique, on fait justement en fait, des safety nets pour ceux qui perdent et on les réentraîne pour aller vers d'autres industries. Par contre, et ça illustre bien un problème, si on importe en l'occurrence des véhicules qui viennent d'ailleurs, des véhicules électriques, des BYD par exemple, de Chine, les datas qui sont collectées par ces véhicules, ils resteront pas en fait en Europe. Ils seront renvoyés justement en Chine. Et entre autres, il y a certaines recherches, entre autres de collègues au European Council on Foreign Relations, qui ont démontré justement, par exemple, entre autres choses, que les automobiles BYD ont un périmètre de reconnaissance d'un point de vue sécuritaire de 5 à 15 mètres. Tesla, je ne sais pas. Mais je doute en l'occurrence que Tesla ait intérêt justement à, comme tu en parlais très très bien, Elon Musk, c'est pas quelqu'un qui a à cœur le projet humain selon la dignité humaine, telle qu'on l'entend ici, dans cette salle. Et donc ça voudrait dire, entre autres, que l'Europe importerait énormément de véhicules, si on veut électrifier, d'ailleurs. Donc on n'aurait pas de souveraineté digitale, on n'aurait pas de sécurité digitale, etc. etc. On perdrait énormément en politique économique et donc bien évidemment en emploi, etc., etc. Donc il y a là aussi justement une fonction à essayer de soutenir certaines industries, même si je suis tout à fait d'accord que ça emmène justement... Ça contredit la logique de respecter les limites planétaires. Et donc, on se retrouve dans cette espèce de dilemme, de nouveau, entre sécurité internationale d'un côté, sécurité planétaire de l'autre. Mais au-delà de ça, sachant qu'actuellement, encore une fois, on est dans une constellation, dans une configuration géopolitique, où on a des puissances phénoménales, avec des moyens de puissance différés, entre la Chine, les États-Unis et la Russie, qui ont à cœur actuellement de démonter l'Union européenne. Pour plein de raisons différentes. Si on devait aller maintenant vers un projet de décroissance, en ne prenant pas en compte, en l'occurrence, et dans un monde idéal, je suis d'accord avec toi que la coopération, justement, serait le point d'honneur. Mais nous ne sommes pas dans ce monde idéal. L'Union européenne n'est pas une puissance, en fait. L'Union européenne essaie de se défendre avec les moyens de bord qui lui sont actuellement alloués, et il y a une remise en question du projet européen dans un contexte géopolitique différent où justement les relations d'interdépendance économique ne génèrent pas ce fameux dividende de paix, où en fait les interdépendances économiques sont instrumentalisées et sont arsenalisées contre l'Union européenne et ses États membres. Dans ce contexte-là, si nous ne cherchons pas les moyens d'une croissance qui va justement vers plus de mines et donc des projets de décarbonation, mais en plus des mines justement d'extraction primaire, de faire du urban mining, de faire du phytomining, de faire justement en l'occurrence des recherches de minerais dans des économies qui sont déjà développées, de façon à améliorer le recyclage, de façon à améliorer les techniques d'efficience, de plein de choses différentes, dans ce cas l'Union européenne n'arrivera tout simplement pas à survivre. Et c'est là où justement on se retrouve, et il faut bien le comprendre, l'Union européenne se retrouve face à un dilemme existentiel par rapport à son projet de paix et ses ambitions par ailleurs internationales, climatiques pour le coup, et qui vont, je le soupçonne, intégrer justement les limites planétaires dans les prochaines années parce que ça va faire partie du projet sécuritaire de l'Union européenne. Et à partir de là, on pourra justement voir comment on oriente encore une fois ces fameuses missions économiques. Je n'ai pas perçu de contradiction dans ce que j'ai dit, mais je serais ravie d'entendre ce que tu disais, ce que tu entendais, et de voir justement comment l'Union européenne arrive à se défendre. Et une fois les bouleversements profonds géopolitiques passés, si on arrive à les passer, oui, bien évidemment, avoir cette conversation de la post-croissance, parce que comme tu le disais, de toute façon, on est en train d'aller dans le mur. Donc la question c'est, est-ce qu'on va avoir assez d'espace-temps justement pour moduler les relations internationales, réguler justement les dilemmes de sécurité et arriver justement à revenir vers une intelligence collective où il y a des relations internationales qui génèrent en l'occurrence des missions ou des objectifs de on reste dans les limites planétaires, on ne va pas vers la géo-ingénierie, on ne va pas vers le technosolutionnisme.
Mais alors justement, c'est toute la question, c'est qu'on va dans le mur. Alors on ne sait pas exactement à quelle vitesse, mais on est à peu près persuadé qu'on y va quand même très 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 rapidement et qu'il y a déjà 6 limites planétaires sur 9 qui ont été dépassées. On est sur le point d'en dépasser une 7e et les effets du dérèglement climatique, de l'extinction de la biodiversité sont chaque jour plus concrets. Et de ce que j'entends de ce que vous disiez tous les trois, il y a quand même toujours cette tension qu'on entend de ce n'est pas réaliste aujourd'hui, ce n'est pas la priorité en quelque sorte, il y a d'autres urgences à gérer avant. Donc je voudrais simplement avoir, pour conclure, avant de vous donner la parole, une petite réaction de Julia Stenberger et de Timothée Parric. Moi, je suis assez prête à donner la parole. Je crois que il y a des questions difficiles. Et puis, je pense c'est aussi le moment de nous faire confiance à nous-mêmes. On nous a bassinés on est trop égoïste, on est trop individualiste, on n'arrive pas à penser dans cette direction. Je pense qu'on est en fait tout à fait capable. On l'a vu avec les assemblées citoyennes, on le voit dans la vie de tous les jours, dans nos communautés. Nous sommes capables de faire les choses différemment et c'est le moment de créer ces autres projets. Mais c'est vrai que les circonstances sont très difficiles. Moi, je vais mentionner 2 textes qui m'ont beaucoup marqué. Un essai de John Maynard Keynes, l'économiste britannique, qui était derrière la planification de guerre en Grande-Bretagne en 1930, qui écrivait un petit peu possibilités économiques pour nos petits-enfants, où il imaginait en 2030 en fait, qu'on aurait tellement multiplié notre niveau de richesse, il disait entre 4 à 8 fois, donc on est à peu près à 8 ou 10 fois, donc il avait à peu près raison, qu'en fait on n'aurait plus besoin de s'occuper de ces problèmes. Mais il disait, maintenant c'est pas le moment. Maintenant, c'est pas le moment, on a des économies de guerre, il faut se concentrer véritablement sur la production. Deuxième texte, 1972, Sicko Mansholt, vice-président de la Commission européenne, qui avait lu une version préliminaire du rapport Meadows de 72 et qui avait écrit une lettre au président de la Commission européenne pour lui dire... Le rapport sur les limites à la croissance. Le rapport sur les limites à la croissance, exactement, pour lui dire « Waouh, game changer !» On va dans la mauvaise route, on laisse tomber le PIB, on prend un indicateur d'utilité nationale brute, on réorganise nos économies pour qu'elles puissent prospérer sans croissance. Là, pareil, années 70, c'est pas le moment, mañana, on fera ça plus tard. En fait, j'ai un peu l'impression, la géopolitique, c'est un petit peu la météo de la politique d'une certaine manière. Et donc on a repoussé ce problème, à la fois le problème de la stationnarité sociale depuis les années 30. Le but d'une économie, c'est d'arriver à maturité pour justement pouvoir libérer des ressources et du temps libre. C'est pas de continuer à tourner de plus en plus vite comme un hamster sur sa roue. Et depuis 50 ans, on est en train de repousser cette transition absolument nécessaire, comme un alcoolique qui devrait arrêter de boire, qui dit oui, mais la semaine prochaine, c'est le spring break. Et on voit que ça complique toute possibilité de transition. Alors, je comprends, mais moi, en fait, j'ai du mal à voir. Je pense que l'année prochaine, il y aura pareil. D'ailleurs, on sait qu'il y a un lien très clair entre le dépassement des limites planétaires et les crises écologiques et l'exacerbation des conflits. Et je pense que tu seras la première à pouvoir en parler. Et donc, j'ai l'impression, à repousser le truc, en fait, la transition, elle devient de plus en plus difficile. Genre, on passait d'un Rubik's Cube avec 2 cases dans les années 70. Là, on est sur le Rubik's Cube, 9 cases. Dans 10 ans, on aura un truc. Et au bout d'un moment, en fait, c'est presque impossible à résoudre. Et on va peut-être même voir se fermer ce Just and Safe Space for Humanity dans le donut de Kate Raworth entre les maxima écologiques et les minima sociaux. Donc moi, c'est ça qui m'inquiète. Et donc aujourd'hui, et un autre élément important, c'est que la croissance, c'est pas juste l'accélération des choses que l'on consomme, c'est aussi, ça mesure l'extension du domaine marchand. Donc on l'a vu sur les mines par exemple, les profits. Donc si aujourd'hui on nationalisait toutes les mines en Europe, et on disait, vous savez quoi, c'est un service public, et on mesurait la valeur ajoutée comme on mesure la valeur ajoutée des crèches, des écoles, des choses comme ça, en fait, ça ferait disparaître une énorme partie de la croissance. Il y aurait peut-être d'ailleurs une décroissance du PIB si on marchandisait l'automobile, l'énergie, l'extraction du pétrole, et bien sûr toutes les mines. Donc ça aussi, il ne faut pas juste regarder l'effet volume, il faut regarder l'effet institutionnel, de se dire une grosse partie de ce qui booste la croissance, et qui définit d'ailleurs le capitalisme comme modèle, c'est que toutes ces activités de production, ça génère des profits qui sont appropriés individuellement par une minorité possédante qui peut ensuite les réinvestir dans un nouveau cycle d'accumulation qui va encore générer des profits et trucs. Et donc là, aujourd'hui, on doit à la fois ralentir le volume, mais aussi changer complètement ce logiciel qui pourrait jouer à notre avantage d'ailleurs, parce qu'en réappropriant ces moyens de production, on pourrait se permettre de faire une planification beaucoup plus centrée sur le bien-être que juste sur cette accumulation un petit peu aveugle des profits d'une minorité possédante.
Je vous propose de poser vos questions maintenant. Normalement, il y a un micro qui va circuler. J'imagine qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ont faim, qui en ont marre d'être racistes. On prend juste, on prend juste quelques questions pour la discussion et ensuite on terminera. Donc si vous voulez poser une question, levez la main. Et plus vous posez une question courte et efficace, plus il y a de personnes qui pourront poser une question. C'est ça qui est merveilleux. Je sais qu'il n'y a personne qui passe le micro. Ouais, c'est vrai, tu veux que je monte? Merci pour ce débat. Je suis tout à fait d'accord avec la thématique. Je me pose la question comment on peut sensibiliser la population suisse ou ailleurs à le décapitalisme ou la décroissance. Est-ce que vous avez une stratégie ou une idée comment on pourrait faire, surtout pour sensibilité? On va peut-être juste en prendre plusieurs questions comme ça. Ce sera plus simple. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous pouvez lever la main. Je ne sais pas s'il y a des questions en haut, s'il y a un micro en haut. Ah, il y a une question juste là. Bonsoir. Ça va? Ça marche. Bonsoir. Merci beaucoup. Donc moi, comme vous entendez de mon accent, je suis d'origine de l'Europe de l'Est. Je suis polonaise. Mais quand je vous ai entendu parler, j'ai vraiment une question par rapport aux pays en voie de développement. Parce que vous parlez surtout de décroissance dans les pays riches. Et puis comment, en fait, on fait pour que les pays pauvres ou du Sud peuvent aussi faire ça ou penser à ça. Surtout dans le contexte de maintenant avec toutes les tensions géopolitiques. Donc, c'est une question à tout le monde, vraiment. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On peut peut-être en prendre une troisième rapidement. Non, personne d'autre. C'est votre dernière chance, si vous voulez vous lancer. Non, c'est bon? Ah. Bonsoir. Moi, j'avais une question par rapport à justement les liens entre la démocratie et puis ce changement. Parce que dans la démocratie, c'est une chose merveilleuse, mais d'un autre côté, c'est difficile de concevoir que chacune, on va renoncer à des choses de manière volontaire. Quel est le narratif autour de la démocratie qui pourra permettre justement de faire ces changements sans que ce soit au détriment de certains? Merci beaucoup. Peut-être Timothée Parric sur comment on vulgarise la décroissance, Julia Stenberger sur la démocratie et Olivia Lazare sur les pays en développement. Comme vous voulez, vous faites comme vous le sentez. Il y a plein de termes qui sont apparus récemment, que ce soit l'économie du bien-être, bien sûr il y a l'économie stationnaire, on a vu la théorie du donut, donc ça je pense que c'est des outils sémantiques qui permettent de faire des entre-deux. Moi je suis macroéconomiste, donc quand je vois sur mon graphe le PIB qui monte, j'appelle ça la croissance, quand ça baisse j'appelle ça la décroissance. Moi on me dit tu devrais s'appeler la croissance du bien-être, je me dis bon, je suis scientifique, je ne suis pas directeur marketing chez PIB & Co. Donc je pense que scientifiquement on a besoin, c'est notre responsabilité de nommer les choses. Et on a besoin de ce petit moment douche froide pour réaliser. Je pense que c'est une manière de se sensibiliser, de la même manière que la première fois où on regarde un documentaire sur le changement climatique, bah c'est un uppercut dans l'estomac. Et on n'est pas là à parler de croissance déguisée. Non, il faut ce moment de réalisation, on a besoin de le créer. Et il faut aussi, bien sûr,
à la fois qu'on a des mots de déconstruction comme la décroissance, comme le post-extractivisme, comme l'anticapitalisme, comme la déconsommation. Donc ça, c'est des mots de déconstruction. On a besoin de mots de reconstruction. Ça peut être le buen vivir, ça peut être l'abondance frugale, ça peut être l'écosocialisme, ça peut être l'économie sociale et solidaire et l'économie du bien-être. Et aujourd'hui, la tâche, c'est d'arriver à connecter les deux pour voir, OK, qu'est-ce qu'il faut déconstruire et qu'est-ce qu'il faut reconstruire après. Et les deux, quand on les connecte, ça donne lieu en fait à un récit alternatif, à la fois un rejet de l'existant, un projet et un trajet pour relier les deux. Et c'est là où ça devient convaincant. Ok. Alors, je vais me permettre de répondre aux trois, mais du coup, ça va être archi rapide. Et je pense que la première question et la troisième question, on peut les ramener ensemble. C'est-à-dire comment est-ce qu'on communique là-dessus. Ce qu'il faut comprendre, c'est que nous sommes la génération la plus barancinée de l'histoire de l'humanité et que nous avons absorbé une propagande assez extraordinaire sur la nature humaine, sur le fait que nous sommes des consommateurs, sur blablabli, blablabla. Et la façon de rendre ces idées de décroissance, d'alternative, de changement radical, la façon de les faire passer, c'est aussi de mettre en avant le fait que nous ne sommes pas que des consommateurs et que nous avons beaucoup à gagner qui n'est pas de la consommation. Mettre en avant l'action climatique, l'action environnementale comme une perte, comme quelque chose qu'on nous enlève, ça c'est de la propagande que les industries fossiles ont réussi à trouver dès les années 80. On a l'historique de tout ça et ils ont vraiment bien réussi à présenter l'action climatique. Au lieu de « on gagne qu'on peut garder à manger », c'est tu vas perdre ta voiture. Et donc tout ce qu'on gagne en changeant ce système économique, tout ce qu'on gagne en termes d'égalité, d'émancipation, de potentiel humain et bien sûr d'une planète stable, tout ça c'est quelque chose qu'il faut amener ensemble et qu'il faut présenter pour que ce soit attirant. Par rapport aux pays en voie de développement, ça fait partie de mon projet. Donc nous avons en fait un post-growth tier, enfin une post-croissance pour les pays en voie de développement et dans les pays du Sud. Et là, justement, il y a aussi des aspects géopolitiques, mais c'est clair qu'il y a certains pays qui ont besoin de croissance et il y a surtout des pays qui ont besoin de liberté, qui ont besoin de ne plus produire pour nous, qui ont besoin de pouvoir produire pour eux-mêmes et d'avoir leur propre projet économique et politique et social. Et ça, c'est quelque chose où, à Genève, nous avons l'OMC qui empêche ces pays de le faire via, par exemple, les tribunaux, les ISTS. Donc là, il y a quelque chose que nous pouvons faire, c'est de redonner de la liberté. C'est de laisser aux autres, au reste du monde aussi une chance de faire les choses pour eux-mêmes. Et du coup, là, il y a des politiques décroissantes pour les pays du Sud qui sont autour de delinking, qui sont autour d'arrêter cet extractivisme colonial qui continue, on va dire. Voilà. Et peut-être rapidement sur les questions de comment est-ce qu'on intègre les citoyens en fait dans le fait de repenser cette démocratie économique. Enfin, je sais que vous avez fait un papier là-dessus de recherche récemment. Oui, alors la démocratie économique, c'est est-ce qu'on a le droit de décider les choses les plus importantes pour nous? Le projet néolibéral, c'était la destruction de la démocratie et que la politique nationale ne soit plus que cosmétique et culturelle. Très sympa. Et nous, il nous faut du pouvoir économique, il nous faut une réelle démocratie. Une réelle démocratie, c'est est-ce que nous avons le droit de décider ce qui se produit, ce qui se consomme, comment nous travaillons, comment nous nous organisons, quelles sont nos priorités, quels sont nos investissements. Et ça, nous sommes capables de le faire. Si nous ne le faisons pas, regardez qui le fait pour nous. Donc ça, c'est un projet un petit peu révolutionnaire. Mais je pense que c'est très important que les frontières de notre démocratie ne s'arrêtent pas au rivage du marché où c'est Glencore et compagnie qui règnent. Voilà. Anna, je te remercie de ta question. Merci d'être là. Les questions, justement, comme tu l'as très bien dit, il n'y a pas de question de post-croissance, je pense, en tout cas encore dans les pays dits du Sud. La question se pose à quel point il va être possible effectivement de créer cette espèce de liberté ou d'autodéterminisme, justement, dont tu parles, Julia, dans un contexte où, en l'occurrence, beaucoup de pays qui sont riches en minerais, en métaux, en énergie, tout ça, sont en fait
en train d'essayer de créer de la croissance, de créer des contrats sociaux par des économies à l'export, que ce soit vis-à-vis de l'Europe, mais aussi, encore une fois, de la Russie, de la Chine, des États-Unis, etc., etc. Donc des grandes puissances qui attirent justement ou qui font effet aspirateur par rapport à certaines de ces ressources-là. Et il y a une discussion différente en ce moment qui est en train de se mettre en place et que je trouve intéressante, parfois difficile à lire, mais certes intéressante, avec beaucoup de portée. Tous les pays justement dits du Sud qui ont des ressources minières actuellement sont en fait les arbitres de la transition énergétique, digitale, défense, etc., etc., des superpuissances, ou des puissances en devenir, ou des puissances en vouloir. Et donc ça veut dire bien évidemment qu'en fait, ils peuvent capter justement les investissements de certains pays supposément du Nord ou de certaines compagnies pour essayer d'orienter leur croissance. La question va être de savoir à quel point justement ils changent leur modèle en dehors de croissance à l'export qui a un coût justement en interne au niveau de leur contrat social et qui arrive à vraiment justement capter la valeur de l'extraction sans forcément aussi mettre en péril les enjeux écologiques. Toi et moi, on en parle beaucoup. Je sais que ça fait partie justement des grandes questions actuellement de comment est-ce que, s'il doit y avoir extraction quelque part, on peut justement faire du offsetting qui était un petit peu discuté dans le film justement et qui doit être largement amélioré. Et comment on empêche en l'occurrence qu'il y ait de la mine qui soit faite dans les endroits en fait qui sont trop fragiles ou trop critiques d'un point de vue planétaire. Et ça, c'est des discussions sur la finance justement autour de la nature. On a enfin un accord justement suite à la COP de la biodiversité sur les financements justement internationaux qui vont se régénérer justement au niveau des modèles financiers par rapport à ça. Donc il y a un équilibrage à faire et la question va être de savoir à quel point les investissements de cette transition qui est une transition de pouvoir, de puissance, de beaucoup de normes, de beaucoup justement de fondements économiques, si ça va se faire au profit justement des pays dans le Sud, et si ça va se faire dans un esprit de mise en relation entre ces fameux moyens pouvoirs qui ont les clés justement de la désescalade géopolitique entre la Chine, la Russie et les États-Unis. On aurait pu continuer à discuter des heures, mais malheureusement, c'est la fin de cette discussion. Merci à tous les trois d'y avoir participé. Merci à vous d'être là.